ne croirez pas ce que ces flics véreux ont osé faire à un innocent sous vos yeux. Avant de plonger dans cette histoire explosive, si vous aimez le frisson de la justice qui triomphe, tapez 1 dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, mettez un like quand même. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour un rebondissement qui va vous scotcher. Partagez vos réactions et dites-nous d'où vous regardez. Dans une station-service animée de la banlieue parisienne, à la nuit tombante, l'air est lourd, saturé par l'odeur d'essence et la tension palpable. Au cœur de cette agitation, un homme, Étienne Dubois, un chauffeur de taxi d'une quarantaine d'années, se retrouve piégé. 2 officiers corrompus, Leclerc et Moreau, l'encerclent près de sa vieille Peugeot. Leur ton est menaçant, leurs regards arrogants. 600 € maintenant, ou ta voiture part à la fourrière. Et toi, direction la cellule, siffle Leclerc, tapotant son carnet de contravention avec un sourire narquois. Ils prétendent qu'Étienne a accumulé des amendes impayées. Une accusation fabriquée de toutes pièces. Étienne, indigné, sent la colère monter. « Montrez-moi les preuves, je n'ai rien fait !» Sa voix tremble, mais les officiers rient, savourant leur pouvoir. Moreau s'approche, menaçant. « Pas de cash ? On t'embarque pour outrage !» La foule autour reste figée, détournant les yeux, complice par son silence. Mais ce soir, l'injustice a croisé la mauvaise personne. Jason Statham, en sweat sombre, observe depuis une pompe à essence une lueur de rage dans les yeux. Ce n'est pas juste une confrontation, c'est une révolte contre l'abus de pouvoir, et Jason va faire trembler ces tyrans en uniforme. Dans la station-service parisienne, l'odeur d'essence se mêle à une tension suffocante, comme si l'air lui-même refusait de respirer. Les néons clignotent, projetant des ombres sur les visages des badauds qui, malgré le tumulte, choisissent l'indifférence. Étienne Dubois, coincé dans sa Peugeot usée, serre le volant si fort que ses jointures blanchissent. Les 2 officiers corrompus, Leclerc et Moreau, se dressent au-dessus de lui, leurs uniformes tachés par l'arrogance d'un pouvoir abusif. « 600 €, tout de suite, ou on t'emmène au poste », ricane Leclerc, son carnet de contravention brandi comme une arme. Étienne, la gorge nouée par la colère, rétorque « Je n'ai aucune amende. Montrez-moi les preuves !» Mais Moreau, un sourire cruel aux lèvres, s'approche plus près, son souffle lourd chargé de menaces. « Tu discutes. On ajoute résistance à ton dossier. » La foule autour reste immobile, figée dans une lâcheté collective. Les clients, jeunes et vieux, détournent les yeux, feignant d'être absorbés par leur téléphone ou leur réservoir d'essence. Personne n'ose bouger. Personne n'ose parler. C'est Paris, après tout, où l'on apprend à fermer les yeux pour éviter les ennuis. Mais ce silence complice est une trahison, une blessure infligée à Étienne, qui sent la rage et l'impuissance lui tordre les entrailles. Dans cette atmosphère oppressante, un détail échappe aux officiers. Un homme, à quelques mètres, ne détourne pas le regard. Jason Statham, en sweat sombre, une bouteille d'eau à la main, observe la scène depuis une pompe à essence. Ses yeux, froids comme l'acier, analysent chaque geste, chaque mot. Il ne s'agit pas d'un simple spectateur. Il voit la vérité derrière la façade des officiers. Pas de vérification sur leur tablette. Pas de preuves. Juste une extorsion bien rodée. Un jeu cruel qu'ils ont joué trop souvent. La colère monte en lui. Une tempête contenue, prête à éclater. Étienne, lui, est à bout. Il sait ce que signifie résister dans un monde où les puissants écrivaient les règles. Il a entendu les histoires, vu les vidéos sur les réseaux sociaux, des hommes comme lui, confrontés à des uniformes, finissent trop souvent brisés. Pourtant, il refuse de céder. « Je ne paie pas pour rien », lance-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Leclerc éclate d'un rire moqueur, tapant son carnet contre la portière. « T'as pas le choix, mon gars. » La foule reste silencieuse, mais un murmure commence à naître. Une adolescente, téléphone en main, filme discrètement, hésitant à publier.
Un vieil homme secoue la tête, marmonnant un « c'est toujours pareil », à peine audible. Mais aucun d'eux n'agit. Ils sont spectateurs d'une injustice qu'ils condamnent en silence, mais qu'ils n'osent défier. Ce qui rend cette scène insupportable, c'est l'inaction collective, un reflet de la société française où l'indignation reste souvent muette face à l'abus. Étienne, seul contre deux prédateurs en uniforme, sent le poids de cette solitude. Il pense à sa famille, à sa fille qui l'attend à la maison, à ses années de labeur comme chauffeur de taxi, toujours à respecter les règles. Et maintenant, ces vautours veulent le dépouiller, non pas pour une faute, mais parce qu'ils savent qu'il est vulnérable. La rage d'Étienne grandit, mais elle est teintée de désespoir. Il sait qu'un faux pas pourrait lui coûter plus qu'une amende. Un coup de matraque, une nuit en cellule, ou pire. Les officiers le sentent, et leur assurance croît. Leclerc s'appuie sur la voiture, son regard méprisant fixant Étienne. Dernière chance. 600 €, où on passe aux choses sérieuses. Moreau, plus nerveux, jette un coup d'œil autour, comme s'il sentait un changement dans l'air. Et il a raison. Car Jason Statham, immobile jusqu'à présent, pose sa bouteille d'eau sur le capot de sa voiture. Ses muscles se tendent, sa mâchoire se crispe. Il ne supporte plus ce spectacle. Cette injustice, cette arrogance, ce mépris pour un homme honnête. Chaque seconde d'inaction de la foule alimente sa fureur. Il n'est pas juste un témoin. Il est une force sur le point de bouleverser l'équilibre. Soudain, un cri déchire le silence. « Laissez-le tranquille !» Une voix féminine, inattendue, surgit de la foule. Une jeune femme, Claire, employée de la station-service, s'avance, les poings serrés. Elle a vu trop d'injustice dans ce quartier, trop de silence. Son intervention, bien que courageuse, attire le regard furieux de Leclerc, qui aboie « Reste à ta place, ou t'es la prochaine !» Mais ce moment de distraction donne à Jason l'ouverture qu'il attendait. Il s'avance, ses pas lourds résonnant comme un compte à rebours. La foule retient son souffle. Quelque chose va se briser, et ce ne sera pas Étienne. Si cette scène d'injustice vous révolte autant que nous, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Dites-nous ce que vous feriez face à une telle situation et restez connectés pour découvrir comment Jason Statham va faire payer ses officiers corrompus. Partagez cette histoire pour inspirer d'autres à briser le silence face à l'injustice. La tension à la station-service parisienne atteint son paroxysme, l'air saturé d'une colère contenue qui menace d'exploser. Les néons jettent une lumière crue sur Étienne Dubois, toujours cloué dans sa Peugeot, son regard oscillant entre défi et désespoir face aux officiers corrompus Leclerc et Moreau. Leur arrogance est palpable, un poison qui contamine l'atmosphère. La foule, bien que murmureuse, reste paralysée, prisonnière de sa peur. Claire, l'employée de la station, a brisé le silence en criant son indignation, mais son courage solitaire est vite étouffé par la menace brutale de Leclerc. Pourtant, au milieu de cette injustice suffocante, un homme refuse de rester spectateur. Jason Statham, jusqu'alors immobile, pose sa bouteille d'eau avec une lenteur délibérée, ses yeux brûlant d'une fureur froide. Ce n'est pas seulement une confrontation qui se profile, c'est une tempête prête à balayer l'arrogance des puissants. Soudain, un grondement sourd coupe l'air. Le moteur d'une moto s'arrête brutalement à quelques mètres. Un livreur à vélo, Jamal, un jeune du quartier connu pour ses trajets nocturnes, descend de son engin, son casque encore à la main. Il a entendu les éclats de voix, vu l'injustice se dérouler sous les néons. « C'est quoi ce délire ?» lance-t-il, sa voix rauque de colère. Il connaît trop bien ce genre de scène, lui qui a grandi dans les rues où l'abus de pouvoir est une vieille connaissance. Leclerc, irrité par cette nouvelle interruption, se retourne, prêt à écraser ce nouvel intrus. « Dégage, gamin, ou t'es fini !» aboie-t-il. Mais Jamal, loin de reculer, pointe un doigt accusateur. « Vous croyez qu'on va tous fermer les yeux ?» Sa voix tremble de rage, mais elle porte, réveillant un frisson dans la foule. Une vieille femme
jusque-là silencieuse, murmure à son voisin. Il a raison, c'est honteux. L'indignation commence à germer, fragile mais réelle. Jason, toujours à l'écart, analyse la scène avec une précision chirurgicale. Il remarque l'absence de tablettes dans les mains des officiers, leur posture trop assurée, leur regard fuyant quand Jamal mentionne des témoins. Ces hommes ne sont pas là pour appliquer la loi. Ils sont là pour voler, pour humilier. La colère de Jason monte, une rage contrôlée mais incandescente. Il s'avance, ses pas résonnant comme un avertissement. « Montrez-lui les contraventions », dit-il, sa voix basse, tranchante comme une lame. Leclerc se fige, un instant désarçonné par cette intervention inattendue. « Ça ne te concerne pas », rétorque-t-il, mais sa voix trahit une pointe d'incertitude. Jason ne cille pas. « Maintenant, si. » Ces mots tombent comme un coup près, et l'atmosphère change. La foule, jusque-là passive, commence à se rapprocher, attirée par l'autorité naturelle de cet inconnu. Un homme d'âge mûr, garagiste du coin, marmonne. « C'est qui ce type ?» Une adolescente, son téléphone déjà en main, chuchote. « On dirait Jason Statham. » Leclerc, sentant le contrôle lui échapper, tente de reprendre la main. Il tape sa matraque contre la portière d'Étienne, un geste destiné à intimider. « Tu veux jouer au héros ?» ricane-t-il, s'adressant à Jason. Mais son assurance sonne faux, comme un acteur qui oublie ses lignes. Moreau, moins confiant, jette des regards nerveux vers la foule, puis vers les caméras de surveillance de la station. Il sait que ce manège, si souvent répété sans conséquence, risque de se retourner contre eux. Jason, lui, reste immobile, ses yeux rivés sur Leclerc. Il voit à travers lui un homme qui a abusé de son badge trop longtemps, qui croit que son uniforme le rend intouchable. Cette arrogance alimente la fureur de Jason, une colère qui ne s'exprime pas par des cris, mais par une intensité glaçante. « Répète ce que t'as dit à cet homme », ordonne-t-il, chaque mot pesé, chargé de menaces. Leclerc, déstabilisé, tente un sourire narquois. « T'es qui pour donner des ordres ?» Mais sa voix vacille, et la foule le sent. Un murmure s'élève, plus fort cette fois. Jamal, toujours là, ajoute « Ouais, montre les preuves, ou c'est vous qui allez avoir des problèmes. » Ce qui rend cette scène unique, c'est l'étincelle d'espoir qui naît dans un lieu où l'injustice semblait régner en maître. Jamal et Claire, deux figures ordinaires du quotidien parisien, incarnent le courage des anonymes qui refusent de se taire. Leur intervention, bien que risquée, donne à la foule une raison de croire que l'injustice peut être défiée. Étienne, toujours dans sa voiture, sent un élan de force en voyant ses alliés inattendus. Sa peur se mue en détermination. Il ne sera pas seul. Jason, quant à lui, n'est pas seulement un justicier. Il est le catalyseur d'une révolte collective. Son calme, sa présence imposante, transforment la station-service en un théâtre où l'abus de pouvoir est sur le point d'être jugé. La foule, d'abord passive, commence à se resserrer, les téléphones brandis, les murmures devenant des exclamations. L'injustice, si longtemps tolérée, est sur le point de s'effondrer sous le poids de la vérité. La station-service parisienne, sous l'éclat brutal des néons, est devenue un théâtre d'indignation. Étienne Dubois, toujours cloué dans sa Peugeot, sent son cœur battre à tout rompre, son regard oscillant entre la peur et une colère grandissante face à l'extorsion des officiers corrompus, Leclerc et Moreau. Leur ultimatum, 600 € ou la fourrière, résonne comme une sentence. La foule, d'abord passive, commence à murmurer, galvanisée par l'intervention audacieuse de Claire, l'employé de la station, et de Jamal, le jeune livreur à vélo, qui a osé défier l'autorité. Mais c'est Jason Statham, immobile jusqu'à ce moment, qui fait basculer l'équilibre. Sa voix, un grondement sourd, a exigé des preuves, mettant Leclerc sur la défensive. L'arrogance des officiers vacille, mais ils s'accrochent à leur pouvoir, ignorant que la tempête approche. La foule retient son souffle, sentant que quelque chose d'inéluctable se prépare.
Alors que la tension menace d'exploser, un silence lourd s'installe, brisé seulement par le claquement sec de la matraque de Leclerc contre la portière d'Étienne. « Tu veux jouer les héros ?» lance-t-il à Jason, son ton chargé d'un mépris qui masque une nervosité croissante. Mais Jason, droit comme un roc, ne bouge pas d'un millimètre. Ses yeux, deux éclats d'acier, transpercent Leclerc, révélant l'homme derrière l'uniforme, un tyran de pacotille, habitué à régner par la peur. « Répète ce que t'as dit », ordonne Jason, sa voix si basse qu'elle semble vibrer dans l'air. Leclerc, déstabilisé, tente de reprendre le contrôle. « T'es personne ici », ricane-t-il, sa main serrant la matraque, prêt à frapper. Moreau, moins sûr de lui, jette des regards furtifs vers la foule où les téléphones commencent à s'élever, capturant chaque seconde. La colère de Jason, contenue mais incandescente, alimente l'atmosphère. Il ne s'agit plus seulement d'Étienne. C'est une révolte contre des années d'abus, contre ces officiers qui se croient au-dessus des lois qu'ils prétendent servir. Soudain, un élément inattendu fait monter la tension d'un cran. Une vieille Renault s'arrête à quelques mètres, et une femme d'une cinquantaine d'années, Madame Dupont, en sort précipitamment. C'est une commerçante du quartier, connue pour son franc-parler et son épicerie de proximité. Elle a vu la scène depuis la route et, indignée, brandit son propre téléphone. « Je vous ai déjà vus, vous deux !» crie-t-elle, sa voix tremblante de rage. « L'an dernier, vous avez fait la même chose à mon neveu. » Elle montre une photo floue mais reconnaissable de Leclerc, prise lors d'une autre extorsion. Cette accusation, venue d'une figure respectée du quartier, fait l'effet d'une bombe. La foule, jusque-là hésitante, se resserre, ses murmures devenant des exclamations. Un jeune homme, employé de bureau, lance « C'est toujours les mêmes !» Une mère, tenant son enfant par la main, ajoute « Il faut les arrêter !» L'indignation collective, longtemps refoulée, éclate comme un feu de broussailles dans une nuit d'été. Leclerc, acculé, sent le sol se dérober sous lui. Son rictus s'efface, remplacé par une grimace de panique. « Tu vas regretter ça », grogne-t-il à Jason, sa main tremblante sur sa matraque. Mais Jason, imperturbable, avance d'un pas, sa présence écrasante. « C'est toi qui vas regretter », répond-il, chaque mot un coup porté à l'ego fragile de l'officier. Moreau, désormais livide, tente de calmer son partenaire. « Laisse tomber, on s'en va. » Mais Leclerc, aveuglé par sa propre arrogance, refuse de céder. Il fait un pas vers Jason, brandissant sa matraque comme une menace. La foule retient son souffle, anticipant une explosion. Jamal, le livreur, s'avance à son tour, son casque toujours à la main, prêt à intervenir. Claire, les poings serrés, fixe les officiers avec un mélange de peur et de défi. Étienne, dans sa voiture, sent une lueur d'espoir. Pour la première fois, il n'est plus seul. Ce qui rend cette confrontation unique, c'est l'union improbable qui se forme sous les néons parisiens. Madame Dupont, avec son accusation personnelle, incarne la mémoire d'un quartier lassé des abus. Jamal et Claire, issus de milieux différents, représentent la jeunesse et le courage ordinaire, ceux qui refusent de plier face à l'injustice. Jason, quant à lui, n'est pas seulement un justicier, il est le déclencheur d'une révolte collective. Un homme dont la simple présence force les autres à regarder la vérité en face. Dans une société française où l'on apprend à respecter l'uniforme, souvent au détriment de la justice, cet instant est une fracture. La colère d'Étienne, de Jason, de Claire, de Jamal et maintenant de Madame Dupont se font en un cri silencieux mais puissant. Assez. Leclerc et Moreau, jadis intouchables, sont désormais des proies, leur masque d'autorité fissuré par la lumière crue de la vérité. La culture parisienne, avec ses quartiers où se mêlent solidarité et méfiance, prend vie dans ce face-à-face. La station-service, lieu de passage anonyme, devient le théâtre d'une lutte universelle contre l'abus de pouvoir. Chaque regard échangé, chaque pas de Jason, chaque mot de défi
amplifie la tension jusqu'à un point de rupture imminent. Leclerc, sentant la foule se retourner, tente un dernier coup de bluff. « Vous êtes tout témoin, vous interférez avec la loi. » Mais sa voix tremble, et la foule ne l'écoute plus. Jason, un léger sourire aux lèvres, sait qu'il a déjà gagné. La confrontation n'est plus seulement physique. C'est un jugement moral, et les officiers corrompus sont sur le point de tomber. La station-service parisienne, baignée dans l'éclat blafard des néons, est devenue l'épicentre d'une révolte silencieuse mais bouillonnante. Étienne Dubois, toujours enfermé dans sa Peugeot, sent son cœur marteler sa poitrine, sa colère envers les officiers corrompus Leclerc et Moreau se mêlant à une lueur d'espoir. Leur extorsion, 600 € pour des amendes inventées, a été mise à nu par l'intervention de Jason Statham, dont la présence imposante a fissuré l'arrogance des officiers. Claire, l'employée courageuse, Jamal, le jeune livreur, et Madame Dupont, la commerçante indignée, ont amplifié la tension, transformant la foule passive en un murmure de révolte. Leclerc, acculé, brandit sa matraque, prêt à frapper, mais le regard d'acier de Jason l'arrête net. La confrontation, électrique, est sur le point de basculer dans quelque chose de plus grand, quelque chose d'irréversible. Dans cet instant suspendu, un souffle de révolte traverse la foule comme une étincelle sur une traînée de poudre. Les téléphones portables, brandis par des mains tremblantes, capturent chaque seconde, diffusant la scène en direct sur les réseaux sociaux. Jason, toujours immobile, sort son propre téléphone, l'écran allumé révélant un flux en direct déjà suivi par des centaines de spectateurs en ligne. « Répète ce que t'as dit !» ordonne-t-il à Leclerc. Sa voix un murmure dangereux, chargé d'une colère froide qui fait frissonner l'air. Leclerc, dont l'assurance s'effrite, tente de reprendre le dessus. « Tu te prends pour qui ?» aboie-t-il, sa main serrant la matraque si fort que ses articulations blanchissent. Mais son ton trahit une peur naissante. Moreau, moins téméraire, recule d'un pas, ses yeux balayant la foule, les caméras de surveillance et maintenant les téléphones qui immortalisent leur chute. La colère collective, alimentée par chaque accusation, chaque regard, atteint un point de non-retour. Étienne, dans sa voiture, sent son indignation se transformer en force. Il n'est plus une victime isolée. Il est le symbole d'un combat plus vaste. Soudain, un élément inattendu fait basculer la scène. Un homme d'une trentaine d'années, Karim, employé municipal qui passait par là pour remplir son réservoir, s'avance, sa voix tremblante de rage. « Vous croyez qu'on va continuer à se taire ?» lance-t-il, brandissant une lettre froissée. Une contravention injuste qu'il avait reçue des mains de Leclerc des mois auparavant. « Vous m'avez fait payer 400 € pour rien, et j'ai les preuves !» La foule, électrisée par cette nouvelle accusation, se resserre, formant un cercle autour de la Peugeot d'Étienne. Une adolescente, filmant la scène, crie « Partagez ça, tout le monde doit voir !» Madame Dupont, les larmes aux yeux, ajoute « C'est tout le quartier qu'il raquette !» Cette révélation, venue d'un autre citoyen ordinaire, transforme la station-service en un tribunal improvisé. Leclerc, désormais livide, sent le contrôle lui échapper totalement. « Vous êtes tous fous !» hurle-t-il, mais sa voix se perd dans le brouhaha croissant. Jason, imperturbable, avance d'un pas, son téléphone toujours en main. « Tu veux parler de la loi ?» dit-il, son ton si calme qu'il en devient terrifiant. « Alors explique pourquoi tu extorques un honnête homme devant tout le monde. » Chaque mot est un coup, démolissant l'illusion d'autorité des officiers. La foule, galvanisée, commence à scander. « Justice ! Justice !» Claire, les poings serrés, s'approche d'Étienne et lui murmure « Tiens bon, on est avec toi. » Jamal, son casque toujours à la main, fixe Moreau avec un mélange de mépris et de défi. La colère, qui n'était qu'un murmure au départ, est devenue un rugissement. Dans cette station-service, lieu anonyme du quotidien parisien, un soulèvement prend forme,
portés par des gens ordinaires, un chauffeur de taxi, une employée, un livreur, une commerçante, un employé municipal, unis par une indignation commune. Ce qui rend cet instant unique, c'est la puissance de la technologie et de la solidarité. La diffusion en direct, captée par Jason et amplifiée par la foule, transforme une injustice locale en un cri universel. Les réseaux sociaux, si souvent critiqués, deviennent ici une arme contre l'abus, exposant Leclerc et Moreau au monde entier. La culture française, avec ses tensions entre respect de l'autorité et soif de justice, est au cœur de cette scène. Paris, ville de révolution, voit naître une révolte moderne, où les citoyens, armés de leurs téléphones, deviennent les juges d'une injustice trop longtemps tolérée. Jason, avec son calme implacable, incarne une figure presque mythique, un étranger qui réveille la conscience d'une communauté endormie. Leclerc, sentant la foule se retourner, tente un dernier geste désespéré. Il lève sa matraque, prêt à frapper Jason. Mais ce dernier, d'un mouvement fluide, attrape son poignet, le forçant à lâcher l'arme. La matraque tombe au sol dans un claquement sec et un silence choqué s'abat sur la station. La foule, désormais unie, retient son souffle, attendant la suite. La station-service parisienne, baignée dans l'éclat cru des néons, est devenue un champ de bataille où l'injustice affronte la révolte. Étienne Dubois, toujours dans sa Peugeot, sent son cœur battre à tout rompre, sa peur initiale transformée en une colère ardente face à l'extorsion des officiers corrompus, Leclerc et Moreau. La foule, jadis passive, vibre d'une indignation croissante, galvanisée par Claire, l'employée courageuse, Jamal, le jeune livreur, Madame Dupont, la commerçante indignée, et Karim, l'employé municipal qui a révélé une autre extorsion passée. Jason Statham, au centre de la tempête, vient de désarmer Leclerc d'un geste fluide, la matraque tombant au sol dans un claquement qui résonne comme un glas. Les téléphones brandis diffusent la scène en direct, amplifiant la colère collective. Leclerc, acculé, tremble de rage et de peur, tandis que Moreau, livide, recule, conscient que leur pouvoir s'effondre. Mais la bataille n'est pas terminée. Elle atteint son apogée, et Jason est prêt à faire tomber ses tyrans en uniforme. Un frisson électrique parcourt la foule lorsque Jason, sans un mot, lève son téléphone, l'écran montrant des milliers de spectateurs en ligne, leurs commentaires indignés défilant à toute vitesse. « Expliquez-vous » ordonne-t-il, sa voix un grondement sourd qui fait vibrer l'air. Leclerc, le visage crispé, tente de reprendre le contrôle. « Tu vas payer pour ça !» hurle-t-il, sa main plongeant vers son taser, un geste désespéré pour réaffirmer son autorité. Mais Jason, plus rapide, esquive avec une précision redoutable, saisissant le bras de Leclerc et le tordant juste assez pour le faire grimacer de douleur. La foule retient son souffle, un mélange de choc et d'admiration. « Mauvais choix », murmure Jason, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. Moreau, paniqué, tente de s'interposer. « Calme-toi, Leclerc, on est fichu !» Mais Leclerc, aveuglé par son ego, se dégage et pointe un doigt tremblant vers Jason. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques !» La menace sonne creuse, un dernier souffle d'arrogance face à une foule désormais unie contre lui. Soudain, un cri déchire l'atmosphère. Une femme, Aïcha, serveuse dans un café voisin, s'avance, brandissant une pétition signée par des commerçants du quartier. « Vous n'êtes pas les seuls !» lance-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Tout le quartier en a marre de vos magouilles !» La pétition, griffonnée à la hâte lors d'une réunion communautaire, dénonce des mois d'extorsion similaires par Leclerc et Moreau. Ce document, simple mais explosif, fait basculer la scène. La foule, électrisée, se resserre, scandant « Assez ! Assez !» Un vieil homme, ancien employé de la RATP, ajoute « On ne se taira plus ». L'indignation, nourrie par chaque témoignage, devient une vague incontrôlable. Étienne, dans sa voiture, sent une force nouvelle. Il n'est plus une victime isolée.
mais le porte-étendard d'un combat collectif. Claire, les larmes aux yeux, serre le bras de Jamal, tandis que Madame Dupont et Karim échangent un regard déterminé. La station-service, lieu anonyme du quotidien parisien, est devenue le théâtre d'une révolte contre des années d'abus. Jason, toujours maître de la situation, relâche Leclerc, mais son regard ne faiblit pas. « Tu veux parler d'autorité ?» dit-il, sa voix tranchante comme une lame. « Alors explique pourquoi tout un quartier te déteste. » Chaque mot est un coup, démolissant l'illusion de pouvoir des officiers. Leclerc, le visage déformé par la rage, tente un dernier geste. Il se jette sur Jason, espérant renverser la situation par la force. Mais Jason, avec une agilité presque surnaturelle, esquive et le repousse contre la voiture d'Étienne, le faisant trébucher. La foule éclate en exclamations, certains criant de joie, d'autres de colère. Moreau, désormais paralysé, lève les mains en signe de reddition, murmurant « C'est fini, arrête !» Mais la colère collective ne s'apaise pas. Les téléphones continuent de filmer, les commentaires en ligne s'enflamment, transformant cette confrontation locale en un scandale public. Aïcha, brandissant la pétition, s'adresse à la foule. « Signez, partagez, montrez au monde ce qu'ils font. » Sa voix, portée par une fureur partagée, rallie les spectateurs, qui commencent à s'organiser, déterminés à ne plus laisser l'injustice régner. Ce moment incarne une révolte moderne, ancrée dans la réalité parisienne, où la technologie et la solidarité communautaire deviennent des armes contre l'abus. La pétition d'Aïcha, symbole de résistance collective, ajoute une dimension politique, montrant que l'indignation peut s'organiser pour changer les choses. Jason, avec son calme implacable, n'est pas seulement un héros d'action. Il est le catalyseur d'un réveil citoyen, un étranger qui force un quartier à affronter ses propres silences. Dans une société française marquée par des tensions sociales, cette scène résonne comme un appel à l'action, un cri contre l'arbitraire. Leclerc et Moreau, jadis intouchables, sont désormais des proies, leur pouvoir brisé par la lumière crue de la vérité. Si cette révolte contre l'injustice vous fait vibrer, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite. Partagez vos pensées. Que feriez-vous face à une telle arrogance? Restez jusqu'au bout pour voir comment Jason et ce quartier uni vont faire payer ces officiers corrompus. Partagez cette histoire pour inspirer d'autres à briser le silence. La station-service parisienne, illuminée par les néons blafards, est devenue un tribunal improvisé où l'injustice est mise à nu. Étienne Dubois, toujours dans sa Peugeot, sent la rage et l'espoir se mêler dans sa poitrine, sa peur initiale balayée par le vent de révolte déclenché par Jason Statham. Les officiers corrompus, Leclerc et Moreau, sont acculés, leur arrogance fissurée par les accusations de Claire, l'employée audacieuse, de Jamal, le jeune livreur, de Madame Dupont, la commerçante indignée, et de Karim, l'employé municipal. La pétition brandie par Aïcha, la serveuse, a transformé la foule en une force unie, scandant sa colère sous les yeux de milliers de spectateurs en ligne. Jason, après avoir désarmé Leclerc d'un geste précis, tient son téléphone, diffusant la scène en direct, chaque seconde amplifiant l'humiliation des officiers. Leclerc, le visage tordu par la rage, tente un dernier assaut, mais Jason l'a repoussé contre la voiture, le laissant trébucher sous les exclamations de la foule. L'atmosphère est électrique, prête à exploser dans un acte de justice final. Alors que la nuit enveloppe la station, des gyrophares perçant l'obscurité, annonçant l'arrivée de 2 voitures de police. Les sirènes hurlent, ajoutant une tension presque insoutenable à la scène. Les vrais officiers, 2 agents de la brigade de protection, descendent, leurs visages graves scrutant la foule agitée. Leclerc, tentant de reprendre son souffle, redresse son uniforme, un rictus forcé sur les lèvres. « Enfin, vous voilà !» lance-t-il, feignant l'autorité. « On a un fauteur de troubles ici !» Il désigne Jason, espérant renverser la situation. Mais la foule, désormais unie, éclate en protestation. « Menteur !
crie Aïcha, brandissant sa pétition. Ce sont eux les criminels, ajoute Karim, sa voix vibrante de colère. Jason, impassible, tend son téléphone à l'un des nouveaux officiers, une femme au regard perçant. « Regardez ça, dit-il, son ton calme mais chargé d'une fureur contenue. L'écran montre la scène entière. L'extorsion, les menaces, la matraque levée, la diffusion en direct suivie par des milliers de personnes. Les officiers visionnent la vidéo, leurs expressions s'assombrissant à chaque seconde. Un élément inattendu intensifie l'indignation. Un journaliste local, Pierre, qui passait par hasard pour un reportage sur les commerces de nuit, s'avance, son micro à la main. « Je suis en direct sur Radio Paris », annonce-t-il, sa voix amplifiée par un haut-parleur portatif. « Ce que nous voyons ici est une honte pour notre ville. » Ces mots, diffusés en temps réel, enflamment la foule. Des passants, attirés par les sirènes et l'agitation, se joignent au cercle, leur téléphone capturant l'instant. Une femme, tenant un panneau de son association de quartier, crie « Ça suffit, l'impunité !» La colère collective, nourrie par chaque témoignage, atteint un paroxysme. Étienne, descendant enfin de sa voiture, s'avance, les poings serrés. « Je veux porter plainte », déclare-t-il, sa voix ferme pour la première fois. La foule applaudit, un rugissement de soutien qui fait trembler Leclerc et Moreau. Les deux officiers, jadis intouchables, sont désormais des ombres, leurs visages pâles reflétant une peur viscérale. Les vrais officiers, après avoir visionné la vidéo, se tournent vers Leclerc et Moreau. « Tournez-vous, main derrière le dos », ordonne la femme officier, son ton glacial. Leclerc tente de protester. « C'est un malentendu !» Mais ces mots se noient dans les huées de la foule. Les menottes cliquent, le son métallique résonnant comme une sentence. Moreau, effondré, marmonne. « Je vous avais dit d'arrêter. » Mais il est trop tard. Les officiers corrompus, autrefois si sûrs de leur pouvoir, sont poussés vers les voitures de police sous les regards méprisants des spectateurs. Jason, immobile, observe la scène, sa colère toujours présente, mais maîtrisée. Il n'a pas besoin de parler. Son regard dit tout. L'injustice a été jugée. Claire, Jamal, Madame Dupont, Karim, Aïcha et Pierre échangent des regards, unis par un sentiment de victoire. La station-service, lieu banal du quotidien parisien, est devenue le symbole d'une révolte contre l'abus de pouvoir, une révolte amplifiée par les réseaux sociaux et les médias locaux. Ce qui rend cet instant unique, c'est la convergence de la technologie, de la solidarité communautaire et de la justice immédiate. La diffusion en direct, combinée à l'intervention de Pierre, le journaliste, donne à cette scène une portée nationale, transformant une injustice locale en un cri universel. La culture française, avec son histoire de révolte citoyenne, est incarnée dans ce moment où un quartier se soulève, uni par des figures ordinaires, un chauffeur de taxi, une serveuse, un journaliste, une commerçante. Jason, avec son autorité naturelle, n'est pas seulement un héros. Il est le déclencheur d'un réveil collectif, un étranger qui force une communauté à affronter ses propres silences. Les menottes sur Leclerc et Moreau ne sont pas seulement une punition, elles sont un avertissement. L'abus de pouvoir ne passera plus inaperçu. La station-service parisienne, encore frémissante sous les néons, vibre d'une énergie nouvelle, celle d'une justice enfin rendue. Étienne Dubois, sorti de sa Peugeot, se tient droit, sa peur transformée en une dignité retrouvée après l'arrestation des officiers corrompus Leclerc et Moreau. Les menottes ont claqué sur leurs poignets, leurs visages décomposés trahissant leur chute. La foule, galvanisée par Claire, Jamal, Madame Dupont, Karim, Aïcha et le journaliste Pierre, a vu l'injustice plier sous le poids de la vérité, amplifiée par la diffusion en direct de Jason Statham et les caméras des spectateurs. Les sirènes des voitures de police s'éloignent, emportant les officiers déchus, mais la colère collective, loin de s'éteindre, se mue en un cri pour un changement durable.
Jason, au centre de cette tempête, reste une figure stoïque, son regard d'acier fixant l'horizon, comme s'il savait que la bataille ne fait que commencer. Sous la lumière crue des néons, un silence solennel s'installe, brisé par le murmure d'une foule qui réalise l'ampleur de ce qu'elle vient d'accomplir. Étienne, les mains encore tremblantes, s'avance vers Jason. Leurs regards se croisent, un échange muet mais chargé d'une compréhension profonde. « Merci », murmure Étienne, sa voix rauque d'émotion. Jason, sans un mot, lui serre la main, un geste simple mais puissant. La foule, émue, observe cet instant, mais une nouvelle vague d'indignation surgit lorsqu'Aïcha, brandissant sa pétition, s'adresse à tous. « Ce n'est pas fini! Ils ne peuvent pas continuer à nous écraser !» Sa voix, vibrante de colère, rallume la flamme. Soudain, un détail inattendu intensifie l'émotion. Un adolescent, Léo, employé, de la station, sort de l'ombre avec une pancarte qu'il a fabriquée à la hâte. Dessus, un message griffonné « Justice pour tous ». La foule éclate en applaudissements, certains pleurant, d'autres criant leur soutien. Ce geste spontané, venu d'un jeune à peine majeur, incarne l'espoir d'une génération qui refuse l'injustice. Jason, toujours impassible, s'éloigne lentement, refusant les éloges. Il n'est pas là pour la gloire, il est là pour rétablir l'équilibre. Mais avant de partir, il se tourne vers Étienne et la foule, sa voix basse mais ferme. « Ne laissez plus personne vous faire taire. » Ces mots, simples mais lourds, résonnent comme un manifeste. La foule, unie par une colère partagée, acquiesce, déterminée à porter cette révolte au-delà de la station-service. Claire, Jamal, Madame Dupont, Karim, Aïcha et Pierre se rassemblent autour d'Étienne, formant un cercle symbolique. Ils ne sont plus des individus isolés. Ils sont une communauté, un quartier qui a retrouvé sa voix. La pétition d'Aïcha, désormais signée par des dizaines de mains, devient le symbole d'un combat plus vaste, un appel à réformer un système qui a trop longtemps toléré l'abus. Ce qui rend ce moment unique, c'est la transformation d'une indignation ponctuelle en un mouvement collectif. La pancarte de Léo, née de la spontanéité d'un jeune, ajoute une touche d'espoir juvénile, ancrant l'histoire dans la réalité parisienne où les mouvements citoyens naissent souvent dans la rue. La culture française, avec son héritage de résistance, est incarnée dans ce rassemblement impromptu, où un chauffeur de taxi, une serveuse, un journaliste et un adolescent unissent leurs voix. Jason, en s'effaçant, laisse derrière lui un message universel. La justice n'est pas un acte isolé, mais une responsabilité collective. La station-service, lieu banal du quotidien, devient un monument éphémère à la révolte. Un lieu où l'on apprend que l'injustice ne triomphe que lorsque personne ne s'y oppose.